Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Siassia, je suis au CETIM, Centre technique des industries mécaniques, établissement de Cluse, donc régional. Je m'occupe en particulier des aspects productifs en usinage. Donc, j'ai une casquette d'usineur. Je vais vous parler un petit peu d'informatique industrielle avec une vision d'utilisateur des systèmes qui ont été décrits dans la conférence précédente. Donc, s'il y a peut-être des usineurs dans la salle, vous pouvez lever la main, parce que je vais adapter un petit peu mon discours. Alors, il n'y en a pas, il y a plutôt des gens de l'informatique industrielle. Oui, plutôt de l'informatique industrielle. Donc, vous allez voir la vision de l'usineur. Ça va peut-être vous donner des idées. Alors, l'atelier connecté en usinage, on a fait différents travaux depuis à peu près 2 ans là-dessus. Donc le sujet, pourquoi et comment, avec des cas pratiques d'usage, dont des cas pratiques d'usage de PCUA. Alors, on va se poser la question d'abord du pourquoi, c'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi faire. Parce que connecter, c'est finalement un moyen, c'est pas un objectif. Hein. C'est un moyen pour remplir un objectif. On va replacer ça dans le cadre des différents niveaux et strates de logiciels de GPAO de l'atelier en remontant. On va parler de contraintes technologiques, il y en a. Il y en a en particulier au sujet du parc machine. En France, le parc machine, l'âge moyen, c'est quand même 15 à 17 ans. Donc 15 à 17 ans, le PCUA n'était pas né. Hein. Et puis aussi, il y a des problèmes de diversité. On va faire un petit état des lieux. En fait, on va connecter quoi avec qui avec quoi. Et puis, on va parler un petit peu des protocoles et des companion specs façon utilisateur. Comment on voit ce côté-là. Puis, je vous parlerai un petit peu d'expérimentation qu'on a fait, puisqu'on a connecté notre propre atelier qui est à Cluse avec une 20aine de machines. Alors, les demandes. Aujourd'hui, on a des demandes qui nous arrivent des industriels, puisque nous, on est au service en particulier des PME. Donc en usinage, les PME, c'est 6000 entreprises en France, taille moyenne, une 50aine de personnes. C'est ça la cible de nos activités. Donc on n'est pas orienté grand groupe, on n'est pas orienté micro-entreprise, bien que les problèmes techniques soient strictement les mêmes en ce qui concerne la machine-outil et la connexion. Mais on est dans ce créneau-là. Alors les demandes. On a beaucoup de demandes qui concernent l'analyse d'activité. Donc supervision au sens large, TRS. On a des demandes au niveau de la maintenance, tout type de maintenance, curative, préventive, prédictive, liées à des besoins de gestion d'alerte. On a beaucoup besoin d'être alerté en usinage quand quelque chose se passe mal, soit au niveau du process, soit au niveau des périphériques de la machine. On a également des besoins qui arrivent assez souvent de capitalisation de données. Ça peuvent être des données, par exemple, de statistiques de production en termes dimensionnels. Alors là, vous voyez que sur ces éléments-là, on est en train de remonter des informations de l'atelier vers le haut. Hein. C'est des informations montantes, bottom-up. On a quelques demandes d'informations descendantes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'information descendante? On va envoyer des informations à l'atelier, soit pour piloter le procédé. Ça peut être une des demandes assez fréquentes. On a besoin de faire du pilotage de process ou plutôt du transfert de fichiers, d'informations. Là, on est descendant. Alors, on ne va pas traiter le problème du descendant. Nous, on a traité que le problème du montant. Le problème du descendant peut poser des difficultés différentes. C'est-à-dire qu'en particulier, quand on interagit sur le process, il y a beaucoup de risques qui sont des risques qualité, qui sont des risques techno. On n'en parlera pas aujourd'hui. On pourra l'évoquer, mais séparément. Donc, je m'intéresse à ce qui remonte. Alors, où est-ce qu'on se situe? Là, c'est classiquement la pyramide de la GPAO, en partant des machines, en montant avec des niveaux MES et des niveaux ERP. Ça, c'est issu de l'ISA 95. On a à peu près une référence dans ce domaine-là. Nous, les travaux qu'on a faits, ils sont au niveau de la flèche bleue. C'est-à-dire ils sont au niveau tout de suite derrière les machines pour remonter. En fait, on est au niveau, on pourrait appeler SCADA. Hein, SCADA, je pense que tout le monde connaît à peu près l'acronyme Supervision Control and Data Acquisition. Donc on est dans la data acquisition dans notre étude ici. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un atelier d'usinage? On a
classiquement 3 grandes familles d'équipements. Évidemment des machines-outils, qui sont des machines très complexes, qui elles-mêmes intègrent un grand nombre de technologies différentes et de systèmes de communication différents. On a de l'automatisme, symbolisé ici par un petit robot. Il n'y a pas que du robot en automatisme, mais il y a ça dans les ateliers d'usinage. Et puis on a des moyens de contrôle ou de mesure. Alors une première notion ici dans l'atelier d'usinage, on va toucher la notion de rapidité d'échange d'informations. Ça c'est essentiel. On a des informations qui circulent dans les ateliers d'usinage avec un spectre de fréquence très élevé. Un ou deux exemples. Donc la robotique, classiquement, ça travaille à la milliseconde. Bon, c'est quand même rapide. Puis c'est pas d'hier que ça travaille à la milliseconde, hein, la robotique, plusieurs dizaines d'années. À l'intérieur de la machine-outil, fréquemment, on a des communications de plusieurs dizaines de kilohertz. Capteur machine, mouvement d'axe, synchronisation interne au procédé, extrêmement rapide. Côté mesure, là, on est en général plus lent, puisqu'on est autour de la seconde, ou peut-être même un peu moins. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de la diversité. Après, quand on monte les infos, quand on les monte sur les systèmes MES, ERP, classiquement, on est de l'ordre de la seconde. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on remonte de l'information atelier, tout le monde aujourd'hui qui travaille dans le domaine se dit on remonte des informations toutes les secondes. Ça suffit largement. Donc quand on est dans la machine, en particulier quand on est au milieu ici, vous comprenez bien qu'entre 20 kHz et 1 seconde, il y a du pré-traitement à faire. Donc là, il y a des systèmes de pré-traitement qui sont incorporés à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle soit c'est intégré dans les machines, soit c'est des edge computers ou des choses comme ça qui vous font du pré-traitement métier pour pouvoir remonter de l'information en quantité plus faible et qui soit déjà pré-traitée. Donc voilà ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc on va s'intéresser, vous avez compris, à ce qui remonte à la seconde, puisque c'est ça le but qu'on s'est donné. Alors, on a touché la notion de rapidité. Hein. Une deuxième notion qu'il faut toucher, c'est la notion de sécurité. Alors, sécurité, je ne parle pas de sécurité, de cybersécurité, mais je parle de ce que Michel a parlé tout à l'heure, de déterministe ou de probabiliste en termes de protocole. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens qui sont dans le domaine vous disent que si vous êtes sûr que la lettre que vous avez envoyée, elle arrive, là vous êtes déterministe. Si la lettre que vous envoyez à son destinataire, elle a une chance, peut-être, ou le malheur de ne pas arriver, là vous êtes probabiliste. Ça c'est très important parce que tout ce qui remonte de l'atelier dans les systèmes que je vais vous décrire de l'ordre de la seconde, vous avez de la perte au feu. Vous avez forcément de la perte au feu. Alors ça m'est arrivé parce que on a fait des connexions, on a fait de l'OPCUA. Pas plus de 2 jours après, ça y est, j'avais des trucs qui se perdaient. Il a fallu commencer à comprendre pourquoi. Alors, c'est pas forcément grave que ça se perd, vu le type d'information qu'on va remonter. On va aller un peu plus dans le détail. Alors après, il y a le protocole OPCUA. Nous, on est OPCUA parce que, je dirais, on ne l'a pas forcément choisi. Hein. Moi, on a fait des travaux dans ce domaine-là. On a été utilisateur d'OPCUA. Donc c'est un protocole aujourd'hui dans l'usage qu'on en a fait, dans la forme qu'il a, je dirais technologiquement dans la forme la plus répandue, qui est une forme aujourd'hui de TRL élevé, de TRL 9, puisqu'on est en diffusion industrielle. On est non déterministe et plutôt basse fréquence. Michel a parlé tout à l'heure d'autres cas qui sont plutôt en cours de développement et qui ne sont pas utilisés, en tout cas pas dans le cas dont je vous parle aujourd'hui. Et puis, dernière chose, c'est le formatage des données. On a touché la notion du companion spec. Je vais venir sur le domaine de la machine-outil parce que c'est extrêmement important pour nous. Aujourd'hui, en machine-outil, 100% des formatages sont propriétaires. Ça veut dire propriétaires, ils ont été créés par même pas les fabricants de machines, ou un petit peu les fabricants de machines, mais surtout les fabricants de commandes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un formatage? C'est l'adressage des variables de la machine, de tout ce qui est variable, soit de l'automate, soit de la commande numérique. Tout ça, c'est codé. C'est codé suivant des tables avec des significations par variable. Aujourd'hui, chacun a la sienne.
Alors, des companion specs, il commence à y en avoir. En particulier, il y en a un d'origine américaine qui s'appelle MT Connect, qui a vu le jour il y a déjà un certain temps, qui a été réactualisé en 2018 et qui est plutôt, je dirais, oui, il est nettement d'origine US. Il a une certaine diffusion, il a un intérêt certain et il est plus ou moins en concurrence avec un protocole d'origine allemande qui se veut coordonné avec lui. Bon, après derrière ça, il y a certainement des histoires de lobbying dont on ne rentrera pas dans les détails, qui s'appelle Umati, qui a été généré ou créé à l'origine par le syndicat allemand de la machine-outil, qui a été repris par VDM ensuite et qui est en train de se diffuser. Aujourd'hui, à ma connaissance, Umati, nombre d'applications industrielles, 0. MT Connect, il y en a, puisque vous pouvez acheter des machines avec du MT Connect natif depuis un certain temps. Qui va gagner, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que en usinage, on a un vieux parc. Et un vieux parc, ça parle propriétaire. Les parcs nouveaux, on peut acheter aujourd'hui du OPC-UA pratiquement dans toutes les machines-outils. Vous pouvez acheter l'option OPC-UA. Alors l'option OPC-UA, il faut savoir ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a des OPC-UA. Donc là, attention, quand vous spécifiez un OPC-UA sur un achat de machine-outil, eh bien, allez un petit peu dans le détail, parce que sinon vous avez des surprises. Il y a des protocoles derrière OPC-UA, ça vous a été expliqué précédemment. Donc qui va gagner là-dedans, j'en sais rien. Je pense que tout ça va cohabiter encore largement pendant un bon moment, avant de dégager peut-être une standardisation ultérieure. Alors là, je suis très pédagogique. Juste pour vous expliquer, donc ma lettre, elle part toutes les secondes. Là, c'est ce que je vous ai dit. J'envoie des informations, ou plutôt je vais les chercher. Côté émetteur, ça c'est le fonctionnement d'OPC-UA, je dirais, pour des non-informaticiens. Donc les Siemens, les Fanuc, les Beckhoff, les ID9. Ils vous mettent des serveurs avec une fonction d'émetteur. Vous allez recevoir ça sur votre... en général, c'est un PC client. Alors les lettres, elles partent, mais il n'y a pas d'accusé de réception. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, elles partent, mais vous ne savez pas forcément si elles arrivent. Ou pas toujours si elles arrivent. Alors, oui, je vois que Michel dit non, mais moi je suis utilisateur et je suis non informaticien. C'est-à-dire je branche, je suis usineur, j'ai 50 personnes, je suis focalisé sur mon process et je ne suis pas focalisé sur l'informatique. Il faut que ça marche, quoi. C'est l'approche de l'utilisateur. L'informaticien me dira peut-être autre chose, mais venez voir ce qui se passe dans mon atelier et vous verrez. Alors, il y a le tuyau. Alors, le tuyau, on peut prendre ce qu'on veut. Hein, c'est la tuyauterie dont on parlait tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai fait du filaire. C'est quand même plus facile de faire du filaire. Alors, on peut faire de la radio, du Wi-Fi. Après, on va voir s'il y a le nombre de barrettes pour que ça passe. C'est encore un autre sujet. À l'intérieur, il y a plutôt le protocole, plutôt, je dirais, avec des guillemets, OPC-UA. Et à l'intérieur du protocole, il y a le codage. En gros, ça marche comme ça. Donc là, je suis en vulgarisation un peu outrancière, mais j'explique ça à des usineurs, ils comprennent. Voilà. Aujourd'hui, format propriétaire. Hein, ce qui veut dire connaître les formats propriétaires. Ce n'est pas une simple affaire de c'est du format propriétaire, mais si vous voulez mettre les mains un peu dedans, ben, il faut savoir comment c'est codé. Alors, on va connecter qui? On va connecter les armoires standards du marché. Là, il y en a 7. Je pense que je suis à peu près à plus de 90% du marché mondial de la machine-outil avec ces 7 marques-là. Donc, la particularité de la machine-outil, c'est qu'il y a peu de fabricants de commandes et il y a énormément de fabricants de machines. Mais la clé de la communication, elle est chez le fabricant de commandes. Hein. Et puis, on va connecter les capteurs. Alors, 2 catégories de capteurs. Il y a des capteurs qui sont déjà intégrés dans la machine-outil. Donc là, ils vont passer à travers la commande machine, à travers l'automate machine. Et puis, on a souvent envie de rajouter des capteurs parce que quand on achète une machine ou quand on a une vieille machine, on a souvent envie de rajouter du vibratoire, de la température, de la pression. Donc, on va mettre du capteur additionnel. On remonte ces infos-là. Alors là, il y a un truc qui est génial, dont je vais vous parler un peu plus en détail. C'est que là, on va pouvoir synchroniser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir synchroniser les informations qui viennent de la commande
numérique de la machine et du capteur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir, dans le milieu du procédé d'usinage, avoir une information, par exemple, vibratoire, coordonnée avec une information de l'état de la machine au moment où on va regarder l'information vibratoire. Là, il y a un progrès très important qui arrive avec ces outils-là, et des progrès qui commencent à pouvoir être utilisés à des coûts raisonnables. Alors, je viens au démonstrateur physique, parce que nous, on a voulu faire du physique pour voir comment ça marche. Donc moi, j'ai pris un ingénieur mécanicien. Moi, je ne suis pas informaticien, je suis mécano. Je vais commencer l'usinage à la fin des années 70. Puis on s'y est mis, on a voulu mettre ça en route. Bah, la bonne nouvelle, déjà, c'est qu'on est quand même arrivé. Donc là, je dirais merci au PCUA. On a mis des fonctions de base en place, de supervision, de TRS, tableau de bord, des alertes, des choses comme ça. On a été vers des fonctions avancées, type analyse, surveillance vibratoire. Et pour faire ça, on a dû faire des choix. Parce que quand on fait du physique, il faut forcément qu'on choisisse un logiciel, une marque. Bon. Alors on a travaillé avec, évidemment avec OPCUA, on a travaillé avec MT Connect, principalement avec les commandes Siemens et Fanuc et avec les capteurs IFM. C'était des choix. Alors évidemment, le but, c'est de pouvoir étendre ces choix à d'autres, mais bon, c'est le parti pris qu'on a pris. Alors voilà comment ça marche. Alors la bonne surprise, c'est que ça marche. Ça marche bien. On a choisi un SCADA Fanuc. Donc SCADA, on récolte les infos. Et puis on a branché tout un tas de choses. Ce qu'on voulait brancher, c'est beaucoup de diversité pour voir ce que ça donnait en termes de difficulté dans la diversité. Donc on a branché évidemment du Fanuc, du Siemens, Leidenhain, de l'IFM, et puis après on a voulu brancher des machines mécaniques, qui n'ont pas d'automate ni de commande numérique. Alors là, on va en parler un peu, là c'est plutôt en souriant. Mode de connexion, alors comme on a pris un logiciel Fanuc, quand Fanuc parle avec Fanuc, il parle propriétaire. Donc là, ça parle propriétaire FOCAS. Dans tous les autres cas, ça parle au PCUA. Et dans certains cas, MT Connect, qui est quand même forcément lié au PCUA. Donc on est largement dans la mouvance au PCUA. Et après, on s'est intéressé aux détails, on s'est intéressé au codage. Comme je vous dis, codage propriétaire. Alors faire de la supervision, c'est intéressant, c'est beaucoup de choses, c'est le principal des demandes qu'on a. Mais le problème, c'est quelle supervision? Qu'est-ce qu'on veut interpréter de l'état des machines? Et là, on commence à rentrer dans le détail, parce que si on veut un détail d'analyse de l'état machine qui soit assez pertinent pour un usineur, il faut savoir comment sont foutus les codages propriétaires. En gros, si vous prenez une Siemens ou une Fanuc, pour dire que la machine elle est en chauffe, vous n'avez pas le même codage. Pour dire que la machine est en arrêt, vous n'avez pas le même codage. Donc là, il faut travailler un petit peu. Il faut travailler métier, il faut travailler avec les gens des machines. Alors vous avez le pire des cas, c'est la même machine-outil qui a vous avez deux machines-outils dans une entreprise, deux mêmes machines-outils, sauf la commande. Vous avez une Siemens, une Fanuc avec la même machine-outil. Vous avez deux fois le problème puisque vous avez deux codages différents. Alors on s'est pas mal amusé avec ça. Donc l'algorithme dépend de chaque CN. Et puis au fond, ce qui est intéressant pour un ingénieur, c'est de savoir pourquoi la machine est arrêtée. Quand elle marche, tout va bien. Donc quand elle est arrêtée, dans 90% des cas, la vraie raison de l'arrêt est inconnue de la machine. Elle est connue de l'opérateur. Donc il faut demander à l'opérateur, donc il faut faire une IHM pour que l'opérateur renseigne l'IHM d'une façon pertinente. Donc on a fait des IHM, évidemment des IHM au PCUA. Codage, il n'y a pas de standard, donc on a fait notre codage. On a développé notre mini-codage au PCUA, puis on a fait de l'IHM en remontant de l'information qu'on estime pertinente en usinage, parce que c'est l'opérateur qui sait. Dans 90% des cas, ce n'est pas la machine qui sait. Bon, voilà les travaux qu'on a fait. Alors ça marche bien. Et puis un dernier cas très intéressant, c'est peut-être à mon sens le plus prometteur dans ce domaine de la connexion de machines en usinage, c'est la synchronisation données physiques, données process. Alors quand je dis données physiques, donc par exemple ici de l'analyse vibratoire,
Donc on a une machine qui est pourtant pas très vieille, mais on a rééquipé en capteur, en accéléromètre. Et puis on a donc synchronisé, mais on a synchronisé, ça se fait naturellement avec OPC-UA. On a pris les infos de l'ACN. Je suis à quel état du process, c'est-à-dire je suis dans quel bloc programme. Je suis en dressage de phase, diamètre 20. Bon, un dressage de phase, ça dure quelques secondes quand même, hein, ça dure pas. Donc comme je remonte des infos toutes les secondes, j'ai le temps de synchroniser le capteur vibratoire avec l'état programme. Et ça, avec OPC-UA, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Donc je peux faire de la synchro, process, analyse. Alors là, on l'a fait en vibratoire, on peut imaginer le faire avec d'autres données physiques, c'est exactement la même chose. Donc on synchronise les deux. Donc surveillance, alerte, ça. Ça pour moi c'est un truc, on ne pensait pas qu'on allait y arriver, je dirais aussi facilement avec la techno. Mais ça a bien marché. Alors, quand on va, les enseignements qu'on en a tirés, nous, c'est la démarche à suivre si on veut s'intéresser à connecter un atelier d'usinage, c'est déjà réfléchir à ce qu'on veut comme fonction. Parce que, en fait, tout vient de là. Quelles sont les fonctionnalités qu'on attend d'un atelier connecté? Parce que connecter, c'est jamais qu'un moyen. Et on va voir qu'il y a différents moyens. Il n'y a pas qu'un seul moyen de connecter une machine-outil ou des capteurs. Il peut y en avoir des différents en fonction des objectifs qu'on a. Quelles sont les fonctions qu'on attend de ce système? Alors, il y a de l'interface à prévoir, forcément un petit peu. Des fois, elles sont très standards, faisables, d'autres fois plus complexes. On peut se poser la question de capteurs de données physiques additionnels. Très rapidement, si on veut faire de la surveillance ou de l'alerte et que ce n'est pas prévu dans la machine. Évidemment, on va parler de l'aspect connectivité. Il va falloir faire une analyse, j'y reviendrai. Qu'est-ce qu'on prend comme SCADA? Bon, nous, on a pris un FANUC, mais il y en a plein d'autres sur le marché. On peut imaginer prendre un autre SCADA que le FANUC, bien entendu. Il y a des verrous techno. Faut pas se leurrer, en particulier sur les parcs anciens. Si vous me sortez une NUM d'il y a 25 ans, faire de l'OPC-UA avec, je vous souhaite bien du plaisir. Et il faut mettre en face des fonctions qu'on a, le budget qu'on estime être le budget pour remplir la fonction. On est systématiquement, quand on fait ce genre d'analyse, on est en boucle, la fonction, le prix, la fonction, le prix. Parce que si vous avez une fonction qui est de toute façon irréaliste du point de vue économique, vous arrêtez le projet tout de suite. Donc il faut avoir la notion du coût très rapidement dans le montage technique pour savoir prendre les bonnes décisions ou arrêter le projet simplement. Voilà. Alors après, le prototypage, bon, on essaye sur une machine, ça marche bien sur une machine, on duplique. C'est classique. Hein. Et puis après, bon, on passe à l'installation industrielle. Alors, l'analyse du parc, elle est importante. Je vais terminer un petit peu là-dessus. Il faut faire une analyse technique du parc machine en termes de qu'est-ce qu'on a dans les armoires. C'est-à-dire quels sont les types d'armoires, quelles sont les versions de soft, quelles sont les années, qu'est-ce qu'on a comme option. Bon là, vous voyez deux exemples, FANUC, 0i, Siemens, une version 4.5 SP4 par exemple. Et après, la connectivité, là, vous n'avez pas une réponse unique. La connectivité qu'on va vous proposer, elle dépend des fonctions que vous attendez. On ne va pas mettre une usine à gaz de connectivité pour des fonctions simples. Donc la réponse comment je connecte une machine est essentiellement liée à votre besoin fonctionnel d'information d'atelier. Il faut absolument commencer par là. Je n'ai pas une réponse unique. Ou du moins, je peux avoir une réponse unique, mais je ne vais pas sortir le gros canon à chaque fois. Donc ça fait partie de ce qu'on a appris ces 2 dernières années dans le domaine. Alors, en conclusion, bon, on est quand même loin du plug and play. Hein. Bon, il faut quand même s'y mettre un peu. Le côté qu'on appelle brownfield, donc machine ancienne, c'est un côté qui est technologiquement problématique dans ce domaine, qui peut amener des coûts de mise en œuvre complètement prohibitifs et qui peut faire capoter le projet.
Donc bien réfléchir à ces aspects-là. Alors, le côté chouette, c'est qu'il y a des jolies briques techno qui sont dispo. OPC-UA en est une. Les applicatifs d'OPC-UA qui commencent à être disponibles sur le marché sont intéressants. Celui qu'on a utilisé est intéressant. Il est orienté sur une marque de machine. Il est orienté évidemment OPC-UA. Mais c'est très prometteur pour nous. Et puis, bon, l'assemblage, ça peut être un peu compliqué. Donc quelqu'un qui vient, j'ai un parc qui est 100% Siemens, j'ai un parc qui est 100% Fanuc. Je dis, allez, ça va être facile, on va y aller. J'ai un parc qui est hyper panaché avec des machines anciennes et je veux tout connecter. Je lui dis, bon, on va se poser un peu, on va mettre quelques zéros et puis des euros derrière et puis on va voir ce que ça va donner. Attention, je veux dire, attention, dans ce domaine-là, il faut faire très attention. Le rêve, des fois, est de courte durée. Ce qui n'empêche pas que les briques existantes sont intéressantes. Et moi, comme je vous ai dit au démarrage, on est non informaticien. On a réussi à connecter un atelier de 20 machines avec 7 marques différentes, avec des robots, un OPC-UA. Ça a marché, quoi. Bon. Alors, bien définir un peu le retour sur investissement, c'est-à-dire quelle énergie je vais mettre par rapport aux bénéfices que je vais en tirer. Ça vaut le coup de faire la démarche. On peut vous aider là-dessus. C'est notre boulot de vous aider là-dessus. Et puis après, la technique, c'est vous en faites une et après, vous savez faire le reste. Quand on est dans le cadre des choses faisables, bien entendu. Et là, on commence à avoir du plaisir à le faire parce qu'on voit que on a de la remontée d'infos ça tombe tout seul et c'est intéressant. Voilà. Si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai débordé ou pas de... Bonjour, Monsieur Hérin de chez Renault. Je m'occupe de tout ce qui est... je fais exactement le même travail que vous, en fait. On fait exactement le même travail que vous. On est sur tout ce qui est partie maintenance. La question est, comment vous faites vos pré-traitements, exemple, de courant d'un axe sur une commande numérique? Quel système vous avez pour éviter de remonter une information de courant en permanence et de la remonter juste à un moment bien précis? Dans ce cas-là, il faut faire du pré-traitement côté machine avec un équipement qui est dédié au traitement de la haute fréquence de signal côté machine et ne remonter que des informations pré-traitées. D'accord. Il y a forcément une étape intermédiaire, comme en vibratoire. Ouais. En vibratoire, l'analyse fréquence transformée de Fourier, etc., elle est faite en local par un pré-traitement local. Et vous remontez que ce qui est pertinent, sinon vous remontez trop de trucs. Ok, non, on est totalement en phase. C'était pour savoir si vous aviez déjà quelque chose de prédisposé pour ce type de traitement. Alors, voilà. Il y a des solutions prestataires extérieurs qui peuvent être. Il y a des briques qui existent dans ce domaine hein, avec des gens qui ont fait des développements pertinents dans du traitement local machine. Mais pour nous, c'est tout ce qui est haute fréquence doit être traité sur la machine et ne remonter que de l'information qu'on appelle nous métiers, pré-traités, métiers déjà. Et après, là, on peut travailler. On est totalement en phase avec votre discours. C'est vraiment, on a vraiment, on aurait pu faire votre présentation. On pense exactement la même chose. Mais bon, après, quand on est dans le même métier, en général, on a les mêmes idées, hein, souvent. Peut-être, comme je suis le dernier à parler aujourd'hui, on fera d'autres questions. Sinon, vous pouvez me contacter. La présentation sera diffusée, je pense, ou accessible. D'ailleurs, la présentation que je fais là, je l'ai fait au nom du CETIM et elle est disponible sur le site, sur la chaîne YouTube du CETIM. J'explique à peu près la même chose. Vous pouvez vous connecter. Bon, on a un aspect pédagogique, nous, dans notre approche. Alors, des fois, on fait des raccourcis techniques, un petit peu pour la simplicité de l'exposé, si on veut. Pas oublier que nous, notre cible, c'est de la PME. Hein. Donc, c'est des gens dont le seul souci, c'est de livrer les pièces et de facturer à la fin du mois. Hein. On est quand même dans ce domaine-là d'activité, donc il faut qu'on leur amène des solutions
je dirais, pré-débugué, quoi. D'autres questions? Bon, à ce moment, je reste à votre disposition, bien entendu. Je crois que les coordonnées seront diffusées. Vous pouvez me trouver sur le site CETIM également. Tapez, j'ai un nom assez bizarre et pas beaucoup, donc vous tapez le nom, vous tombez sur moi. Merci à tous.